podcast. Maxime Bernier est avec nous autres. Maxime, bon début de journée, bon début de semaine. Gros week-end en fin de semaine. D'abord, tu as fait réagir beaucoup avec ta déclaration que tu donnerais une petite fessée à l'impoli qui s'est ramassé dans le bureau de Donald Trump avec J.D. Vance en fin de semaine. Raconte un peu comment ça t'est venu, cette affaire-là. Est-ce que ça a été ta première réaction quand tu as vu ce qui s'est passé au bureau Oval? Absolument. Lorsque j'ai regardé cette vidéo-là, j'étais surpris de voir la réaction d'un président d'un pays arrivé là et où les États-Unis là, a donné tout finalement à Zelensky pour qu'il puisse faire sa guerre sous Biden. On sait que c'est pas la position de Trump. Et là, il arrive là pour signer une entente et il commence à justement à essayer de dire au président et au vice-président que leur position pour la paix n'est pas la meilleure, que lui, il veut continuer la guerre. Et là, on voit de la diplomatie en action devant les médias. Moi, je peux te dire que, Jeff, j'ai été ministre des Affaires étrangères. J'ai eu des discussions robustes avec quelques-uns de mes collègues lorsque j'étais ministre et ça se faisait derrière les portes closes. Et lorsqu'on arrivait devant les journalistes, on essayait d'être poli et de pas trop écorcher l'autre. Et là, on le voit, la négociation se fait en plein jour devant l'ensemble des journalistes. Et moi, et là, ce que je déplore, c'est la réaction des médias traditionnels, tant au Canada anglais qu'au Québec, qu'ils veulent poursuivre la guerre. Il y a déjà plus un demi-million d'Ukrainiens décédés et ils se disent en faveur de l'Ukraine, main dans la main avec l'Ukraine. Mais ce qu'ils font, ils sont main dans la main avec un pays qui est en train de disparaître. Ils sont il y a plus que 500 000 morts ukrainiens depuis le début de tout ça. Et les Russes et les Américains veulent arrêter ça, mais les Européens veulent continuer en poussant l'Ukraine à être membre de l'OTAN. C'est complètement stupide. C'est le monde à l'envers. Et normalement, c'est la gauche qui est pour la paix et Oui. la droite pour la guerre. Et là, on voit que la gauche entière aux États-Unis et ici au Canada veulent encore poursuivre cette guerre-là lorsqu'elle devrait être terminée depuis longtemps. Mais là, Maxime, tu parles, juste une seconde. Maxime, tu parles des Européens. Européens plus Canadiens, parce que là, nous autres, on est impliqués là-dedans. Là. Nous autres, Trudeau, il était là. Qu'est-ce qu'on fait avec les Européens, Maxime, là-dedans? Oui, qu'est-ce qu'on fait là, nous autres? Ben, on n'a pas d'affaires là, effectivement. Là, puis on a donné plus de 20 milliards de dollars, de l'argent qu'on n'a pas. Là, le déficit, le Canada est en faillite. 20 milliards de dollars, les gens ont de la misère à arriver. L'épicerie, l'inflation coûte de plus en plus cher. Et là, on trouve 20 milliards de dollars à donner à l'Ukraine depuis le début de cette guerre-là. C'est de la politique interne. Trudeau, Carney, Poilievre font ça pour plaire à quoi? À peu près 1 million de Canadiens de descendants d'origine ukrainienne. Et on sait que Poilievre prend la même position que Harper. La guerre, Harper était pour, effectivement, la guerre en Ukraine. Et pour Harper et pour Poilievre, notre ennemi, c'est la Russie. Moi, notre ennemi, c'est notre gouvernement qui brime nos lois, nos libertés, qui nous endette, qui crée cette inflation-là, qui nous appauvrit. C'est pas les Russes. Avant de revenir sur Poilievre et sur Trudeau, tu as soulevé le point que beaucoup de gens de gauche au Québec et au Canada, donc beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde de gauche dans les deux cas. Quel est le fond derrière ça? Est-ce que, bon, je sais qu'il y a un fond d'anti-américanisme qui est très présent au Canada anglais, au Québec, on le sait aussi. Même chose également pour une détestation assez, je dirais, quasiment across the board pour Trump dans ces deux groupes-là. Est-ce que c'est uniquement relié à ça ou ils ont vraiment un lien particulier avec l'Ukraine? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont le goût de jouer avec une possibilité de troisième guerre mondiale à ce point-là. Là. Il y a un bout qui me manque dans ma réflexion, dans mon analyse. D'où ça vient, ce goût de la guerre là, chez les Québécois, entre autres? Mais je pense que la propagande des médias, tout comme durant le COVID, la propagande des médias du Canada, du Québec et de l'Occident a fait son œuvre depuis le début de cette guerre-là. On dit que c'est une invasion et c'est les Russes qui ont commencé la guerre. Écoutez le discours de Poilievre encore en fin de semaine. C'est les Russes qui ont commencé cette guerre-là et donc les Russes sont les méchants et la population a acheté cette propagande-là qui est fausse. Parce que tout ça a commencé, là, si on connaît bien notre histoire,
en 1990, lorsque on a voulu unir l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. L'URSS, à l'époque, a dit, OK, on est d'accord à unir l'Allemagne, les deux Allemagnes, en 1990, à une condition. L'OTAN ne doit pas faire de l'expansion du côté Vers de l'Est. l'Est. Voilà. Et c'était une condition importante. On n'a pas respecté cette condition-là. En 99, il y a eu une expansion de l'OTAN, 3 pays de l'Est. En 2004, une autre expansion, 7 pays de l'Est qui sont devenus membres de l'OTAN. Et en 2008, j'étais présent, j'étais le ministre des Affaires étrangères à Bucarest, en Roumanie. Il y a eu un meeting de l'OTAN. Et là, on a décidé d'avoir la Géorgie et l'Ukraine membres de l'OTAN. Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour les Russes. Après ça, on le sait, en 2009, il y a eu une élection en Ukraine où il y a eu un gouvernement pro-neutralité. Ils voulaient, et les gens en Ukraine voulaient être neutres, pas faire partie de l'OTAN. 2014, coup d'État, les Américains en profitent pour changer le président, pour mettre un président plus pro-NATO, l'OTAN, pardon. Et tout ça, il faut le dire, les Russes ont une position, ils ne veulent pas avoir des bases militaires à leur porte, comme Kennedy ne voulait pas avoir des bases militaires soviétiques à Cuba, aux portes des États-Unis. Et ça a été, tu parlais tantôt de Troisième Guerre mondiale, bien en 62, on a passé proche d'avoir une guerre mondiale à l'époque. Et là, aujourd'hui, ce qui était bon pour les Américains n'est pas bon pour les Russes. Ils ne veulent pas de base militaire de l'OTAN à leur porte. Et j'ai compris parce qu'aussi, il faut savoir qu'en 2019, les Américains ont sorti d'un traité. C'est le traité, si ma mémoire est bonne, c'est un traité nucléaire sur les armes de courte portée nucléaire qui fait en sorte que la Russie et les États-Unis ne développaient pas d'armes de courte portée nucléaire, de missiles de courte portée nucléaire. Et les Américains unilatéralement ont mis fin à ce traité-là en 2019. Donc, mettez-vous dans la peau des Russes. Si l'Ukraine est membre de l'OTAN, il peut avoir et il va avoir des bases militaires de l'OTAN en Ukraine avec des missiles américains courte portée nucléaire. Parce que les Américains ont sorti de l'entente de 2019. Et là, c'est tellement vrai qu'en 2021, en décembre 2021, on n'en parle jamais de ça. La Russie a écrit un traité, un projet de traité avec les Américains pour la sécurité de la Russie et de l'Amérique. Un projet de traité et ils voulaient commencer les négociations. Et le point le plus important dans ce projet de traité où les Américains n'ont pas donné suite, c'est un traité de paix, décembre 2021. On disait, on ne veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et les Américains ont fait fi de ça et l'invasion a commencé en février 2022. Et là, la propagande, je reviens à la propagande, on disait que Poutine était Hitler, qu'il voulait envahir l'Europe. C'est complètement faux, basé sur l'histoire, c'est pas ça. Il veut empêcher l'Ukraine de faire partie de l'OTAN et c'est très légitime. Et tellement vrai qu'il ne voulait pas conquérir toute l'Ukraine. Il voulait prendre des territoires où il y avait des gens qui parlent russe, qui ont fait un référendum qui voulait se rattacher à la Russie et pour la sécurité de la Russie. Et 2 mois plus tard, en avril 2022, négociation de paix, Ukraine et puis Russie à Istanbul. Et c'est là-bas que ça s'est négocié. Encore, le point le plus important, on ne voulait pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et Zelensky, à l'époque, était d'accord. Il était prêt à signer cette entente-là. Mais les Américains et les Anglais ont dit non, on poursuit la guerre, tu signes pas ça, on veut pas la paix. Exact. C'est ça. Donc, qui est responsable de tout ça? C'est nous, c'est l'Ouest, c'est les Américains, c'est les Anglais. On a manipulé Zelensky et donc, on n'a pas fait fi de notre parole en 1990. On n'a jamais écouté les Russes et c'est pour ça qu'on est en guerre. Mais le peuple, je termine là-dessus, le peuple a embarqué dans la propagande que les Russes sont les méchants et nous, on est parfaits. Et je veux juste rajouter que, on sait que Trump a eu son premier mandat, donc avant celui de Biden. Et Trump en a fait, a passé ce message-là régulièrement, que tant qu'il était président, il n'y aurait pas à avoir d'extension de l'OTAN vers l'Ukraine. Il avait promis à Poutine de ne pas le faire, etc., etc. Et pendant la campagne contre Biden, ça a été soulevé, ces points-là. Et il nous avait dit, si Biden gagne, Biden va vous amener vers une guerre parce qu'il va vouloir avancer l'OTAN vers l'Est. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Justin Trudeau, là-dedans,
Oui. On a un gros malaise avec Justin Trudeau. C'est un gars qui a démissionné. Il y a des bouts là, que je ne comprends pas trop de toute l'histoire. Le gouvernement est fermé. On est comme en attente. Le Canada est comme abandonné en ce moment, mais il semblerait qu'on a un premier ministre qui est en fonction comme s'il n'était pas arrivé de conférence il y a à peu près 1 mois et demi où il a démissionné. Il est encore là. Il s'en va dans quelques heures. Et là, il parle de redonner de l'argent encore, de peut-être envoyer l'armée, etc. Et en s'en allant vers l'Europe, comme il l'a fait alors qu'il n'y a pas d'affaire là, c'est une rencontre de pays européens, il vient de faire un pied-de-nez incroyable aux États-Unis et à Trump. Et ça, c'est le genre de comportement qui peuvent briser pendant des décennies nos relations très, très étroites qu'on a au niveau économique, au niveau défense, etc. C'est très dangereux ce que Trudeau joue en ce moment-là. Tu as absolument raison, Jeff. Et c'est dangereux parce que là, il démontre aux Américains que le plus important, c'est de continuer la guerre avec les Européens. Comme il a fait aussi tout le long de son mandat, s'acoquiner avec la Chine, permettre aux Chinois, vous vous rappelez, d'avoir un entraînement militaire dans le nord canadien, dans le froid. C'était complètement stupide. On essaie, on dirait, par des gestes comme ça, de provoquer les Américains et Trump. Et il faut dire que ça n'en prend pas beaucoup pour insulter Trump, puis il a une bonne mémoire. Et Oui. là, on va vouloir s'asseoir avec lui pour négocier une nouvelle entente de libre-échange économique qui est important pour le pays, parce que si on n'a pas d'entente avec les Américains, on s'en va dans une récession qui est très grave. D'ailleurs, Harper l'a écrit dernièrement dans une lettre le week-end dernier en disant oui, il faut faire la guerre commerciale, il faut se tenir debout, quitte que oui, effectivement, ça coûte cher et que ça risque d'emmener le pays dans une récession. Donc, pour Harper et pour Poilievre, une récession, c'est pas grave, les Canadiens vont payer plus, ils vont perdre leur emploi, mais nous, on va se tenir debout devant les Ça, je Américains. comprenais rien là-dedans. Là. Ça m'a viré à l'envers. Sérieux, j'ai jamais vu ça arriver. Et je me suis dit, attends, au début, je pensais que c'était une fake news. Il a fallu que je trouve le vrai texte du National Post pour voir que c'est vraiment ce que Harper a dit. Donc, il est prêt à appauvrir le Canada et appauvrir les Canadiens au nom de garder le pays au lieu de s'asseoir, de négocier. Moi, je pense qu'on a une opportunité en ce moment que plusieurs pays auraient. Est-ce que le Canada va devenir un genre de Irlande, d'Écosse? Je ne sais pas. Mais un genre de contexte d'association encore plus proche entre les États-Unis et le Canada, un peu comme Kevin O'Leary en parle régulièrement dans les médias américains depuis à peu près 2-3 semaines. Il y a certainement quelque chose qu'on peut aller dealer. On a une opportunité, mais là, la manière qu'on le fait, on est en train de complètement se fermer. Et on sait comment, comme tu le dis, on sait comment Trump est quelqu'un de rancunier d'une certaine manière. Donc, s'il décide que la négociation est dans son sens à lui, il peut nous écraser avec la force qu'ils ont très facilement. C'est jouer une game extrêmement dangereuse, la manière qu'on se positionne en ce moment. Ben, effectivement, c'est dangereux. Et ce qui est le plus aberrant, c'est tous les leaders des pays, pas des pays, pardon, des partis traditionnels sont d'accord à jouer ce jeu-là. Même Oui. on dit, on va imposer des tarifs de 25% de représailles et avec cet argent-là, on va donner ça aux entreprises pour leur permettre de mieux s'ajuster. Donc, ce qu'on dit au peuple, on vous aime tellement qu'on va vous taxer encore plus, vous, le peuple canadien, de 25%, puis on va prendre l'argent de monsieur et madame tout le monde pour donner ça aux grandes compagnies qui exportent. C'est ça la position de Poilievre, c'est ça la position du Parti libéral. C'est complètement aberrant. Assoyons-nous à la table et ce que veut Trump, on le sait depuis toujours, nos frontières, fentanyl, la sécurité. On pourrait avoir une entente spéciale de sécurité avec les Américains, protéger le Nord, protéger nos frontières, avoir une entente plus près, de plus grande collaboration avec les Américains sur la sécurité nationale du continent nord-américain. Maxime, est-ce que ça pourrait être un genre de bouclier carrément, un peu comme... Oui. Absolument. Lorsque Reagan a parlé de ça, là, du fameux bouclier antimissile, la gauche au Canada s'est levée, on ne devrait pas faire ça, etc. Mais oui, il faut avoir une entente. Le monde est multipolaire, puis on est avec les Américains, veut pas, géographiquement, et aussi historiquement, économiquement et politiquement. On partage des systèmes politiques de liberté individuelle et de libre marché. Donc, on est avec les Américains dans un système multipolaire qui se développe. Et oui, les Américains veulent protéger l'Amérique du Nord et il faut embarquer avec eux. Et c'est ça qu'on devrait dire à Trump.
Économiquement, on continue, on va arrêter de nous imposer vice-versa des tarifs, on va laisser tomber le cartel de la gestion de l'offre, on va avoir une nouvelle entente sur le secteur automobile et sur la défense, on va participer de façon plus intime dans la défense de l'Amérique du Nord. Mais il faut le dire qu'en ce moment, Trudeau, ce qu'il veut faire, c'est du picossage sur les Américains. Là. C'est sa rencontre avec le roi aujourd'hui. On va dire, on parlait de souveraineté. On parle de souveraineté du Canada. On aimerait ça que le roi, possiblement, parle avec Trump pour, autrement dit, donner un break au Canada. Tu sais, ça, c'est juste du picossage de Trudeau. Là. Il s'en va quand, Trudeau, en fin de compte? Il s'en va le 9 lorsque Carney sera élu. Mais lorsqu'on parle de souveraineté, là, ça fait l'affaire des libéraux, ça fait l'affaire de Poilievre. Oui. On prend le drapeau canadien, on se le met sur le dos et on dit on va protéger la souveraineté du Canada. La souveraineté du Canada n'est pas en danger. Les Américains et Trump ne feront pas d'invasion aux États-Unis. Et c'est un discours qui sert justement pour monter les Canadiens contre les Américains. J'en reviens pas dans le Journal de Montréal ou de Québec. À chaque jour, on a une page. Quel produit on ne devrait pas acheter qui vient des États-Unis versus quel produit canadien. C'est-tu irresponsable, ça? C'est-tu niaiseux, ça? C'est complètement ridicule et niaiseux. Mais les politiciens en profitent. Ils parlent comme si on va perdre notre souveraineté face à Trump. Que Trump va faire une invasion du Canada. C'est complètement stupide. Il veut qu'on s'assoie, qu'on renégocie l'entente de libre-échange et pas attendre en 2026, qui est la date normalement où on devrait renégocier l'entente. Assoyons-nous tout de suite, renégocions ça et tout va bien aller. Trump fonctionne beaucoup avec des histoires d'amitié. Quand il est à l'aise avec quelqu'un, quand il est bien avec quelqu'un, même si la personne n'est pas nécessairement pareille à lui, il y a des affaires qui se trament. On voit juste la relation qu'il a avec Macron, qui est totalement différente d'une relation, mettons, qu'il a avec Trudeau. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'il pense de Pierre Poilievre, il dit, il prend un peu ça facile, il veut pas trop, il dit, c'est pas un MAGA, c'est pas quelqu'un qui m'aime beaucoup, c'est pas quelqu'un qui aime nos idées, c'est pas quelqu'un qui veut bâtir ce qu'on est en train de bâtir. Donc, ce que je comprends entre les lignes, quand Trump parle de Poilievre, il voit pas mal un Trudeau en Poilievre. Donc, finalement, là, c'est pas pour rien que les sondages sont en train de revirer de bord. Poilievre est complètement perdu en ce moment. Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il est mal conseillé? Moi, j'aurais pensé que Poilievre aurait été... tu sais, la position que tu as depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est une position conservatrice à mes yeux. Mais eux, on a l'impression que c'est pas des conservateurs. Rajoutez à ça ce que l'ex-premier ministre Harper a rajouté. On a l'impression que les conservateurs et les libéraux, je sais que tu vas dire, je le dis depuis longtemps, que les conservateurs et les libéraux sont dans la même équipe en ce moment. Ben oui, absolument. Et Trump le démontre très bien là, de par ce tweet-là. Poilievre et les libéraux sur les folies des changements climatiques sont d'accord avec l'entente de Paris. Trump est sorti de là. Poilievre et Trudeau sont d'accord avec la guerre en Ukraine. Trump veut la paix. Poilievre et Trudeau sont d'accord avec les folies woke. Poilievre en parle pas trop de toutes les folies woke. Il a dit qu'il y avait 2 genres, il a pas dit 2 sexes. Quand on lui a posé la question dans le passeport canadien, lorsqu'on applique, on a 3 choix, masculin, féminin ou X, allez-vous enlever ça? Il n'a pas répondu. Donc, effectivement, il ne prône pas les mêmes politiques que Trump et il veut se dissocier de Trump, Poilievre, parce qu'il veut diviser le vote des libéraux et aller rechercher le vote des libéraux qui est en train de perdre. Donc, en faisant ça, il démontre à tout le monde que Poilievre ou Trudeau, c'est du pareil au même. Et là, le problème qu'il a, c'est Mark Carney s'en va de son côté économique et il dit, ben moi, je ne ferai plus de déficit extravagant, je vais essayer d'équilibrer le budget et donc, je vais baisser les taxes et les impôts. Donc, c'est facile, Carney s'en va sur le terrain économique conservateur et là, bien, Poilievre n'a plus de distinction, même en économie. Carney ramène le Parti libéral vers le centre-gauche. Et donc, ben là, Poilievre se cherche. Et moi, je le dis depuis le début, il n'est pas un conservateur. Il est conservateur que de nom seulement. Et là, on le voit de plus en plus. Et Trump, ben, nous le démontre très bien avec les différentes positions qu'il a prises par rapport à les négociations qu'il y a actuellement avec les Américains.
Donc, on appelle ça un CINO, donc Conservative in Name Only. Oui, c'est Donc, ça. OK, donc avec Rhino et Sino. Mais là, avec. Est-ce que tu le crois, Carney? Parce que Carney a quand même un bagage de mondialiste très, très à gauche, très interventionniste, le revenu minimum garanti, son épouse qui est impliquée dans toutes sortes d'entreprises où elle va les conseiller sur toute la transition énergétique est très, très, très green. Ça semble être un genre de Trudeau plus vieux seulement, là, avec un diplôme en finance, mais. Pour le reste, j'ai de la misère à croire qu'on s'en va vers un discours plus conservateur, un peu plus au centre avec Carney quand on regarde tout ce qu'il a réalisé au cours des dernières années. Bien ensuite, c'est un gars aussi qui n'a pas tellement confiance au Canada. Il a lui-même transféré une de ses grosses compagnies qui était à Toronto vers New York. Donc, est-ce que ça va tenir l'histoire de Carney jusqu'à l'élection ou ça risque de coller cette affaire-là? Ben, tu as raison de dire là, que Carney, c'est le mondialiste en chef. C'était le porte-parole des Nations Unies pour imposer toutes ces politiques-là de net zéro sur le climat aux grandes entreprises. Oui, il est là-dessus, même un peu plus vert que Trudeau. Où je dis qu'il se rapproche de Poilievre, c'est le discours économique d'équilibrer le budget, baisser les taxes. Il sait que c'est populaire. Il sait que ça va voler des votes à Poilievre, donc il parle de ça, mais sur le reste, effectivement, tu as raison, là, lié pro l'accord de Paris, pro politique verte, les pipelines, il n'en parle pas trop, il va peut-être commencer à en parler pour en développer, mais là-dessus, il est un mondialiste, là, beaucoup plus que Poilievre. Poilievre, lui, il essaie de pas, il va garder le statu quo en ce qui concerne l'ONU, en ce qui concerne l'entente de Paris, en ce qui concerne l'entente sur la migration qu'on a signée avec l'ONU. Et sur l'immigration, ils s'entendent les deux. 250 000, ça vient du bon sens. Donc, Poilievre est encore pro-immigration de masse. Il n'y a pas bien de changement entre Poilievre et Carney. La question, est-ce que Carney va rester comme il nous le dit, s'il devient premier ministre? Ça, c'est à voir. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver et j'espère que la prochaine élection va être déclenchée rapidement, qu'on puisse avoir un gouvernement qui a un mandat au moins d'aller négocier avec Trump ou bien un mandat de guerre commerciale. Comment les conservateurs, parce que je regarde les chiffres en ce moment, c'est tellement serré qu'on a peut-être un genre de gouvernement conservateur minoritaire avec 160 sièges, d'après les chiffres que j'ai vus ce week-end. Les conservateurs deal comment de manière minoritaire en ce moment? Ils peuvent s'allier avec qui? Avec les bloquistes? Mais je ne suis pas certain que les bloquistes vont avoir tant de monde que ça, finalement. Avec qui ils peuvent s'allier si jamais ils sont minoritaires? Bien, comme Harper le fait, dossier à dossier, 2006, 2008, gouvernement minoritaire conservateur, et Harper a réussi à aller chercher l'appui des libéraux dépendamment des votes. Des fois, c'était plus le NPD, etc. Mais il faut dire qu'à l'époque, le NPD, avec Molker, était beaucoup plus à droite économiquement que le NPD d'aujourd'hui. Oui. Donc, je pense que ça va être plus difficile pour Poilievre de trouver un allié dans le Parlement actuel que ça l'était sous Harper. D'ailleurs, signe très dangereux, hein, ces histoires de vouloir bannir Trump du Canada là, pour le G7. Ce genre de déclaration-là, c'est extrêmement dangereux. C'est parce que si Trump n'est pas là, il n'y a pas de G7 en passant. Là. Ben oui, c'est ça. Alors, puis le fait, pour arrêter tout ça, Trump le dit, là, la guerre là-bas, il faut arrêter l'expansion de l'OTAN, l'Ukraine devrait être neutre, et puis pourquoi pas la Russie fait partir du G7, avoir un G8. Ça, c'était dans les discussions lorsque j'étais conservateur. La personne, le leader qui se posait le plus à l'effet que Poutine devienne membre du G7, qu'on crée un G8, c'était Harper. Harper a fait une cabale internationale pour empêcher cela. Si on avait fait ça, là, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. C'est sûr que non. C'est mort ukrainien. Et Trump, c'est lui qui parle du gros bon sens. Effectivement, ça serait bien que la Russie fasse partie du G7, qu'on crée un G8, qu'on arrête de s'assurer que la Russie... On fait des choses contre la Russie là, qu'on ne voulait pas nous-mêmes en tant que pays de l'Ouest en 1962 dans la crise des missiles. Ouais. Dernière question, Max. Pour le Parti populaire du Canada, il y a une opportunité. On sent que il y a peut-être un genre de jump rapide qui pourrait amener le PPC vers 10 %. Moi, c'est ce que je vois comme opportunité.
Parce qu'il y a, surtout dans l'Ouest, où tu as tes meilleurs fans sont dans l'Ouest, l'Alberta, tout ça, qui a comme une petite tendance en ce moment à dire, ben, écoutez, là, si le Canada vacille un peu, on va peut-être faire des beaux yeux aux États-Unis, puis on va le devenir, nous autres, le 51e État. Est-ce que parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est que Trump se cherche un allié au Canada. Il ne l'a pas trouvé en Pierre Poilievre. Ce ne sera certainement pas Mark Carney. C'est pas Trudeau qui ne sera pas le genre de, une fois à la retraite, qui ne sera pas le genre de porte-parole canadien pour aller négocier. Et je pense que Trump a besoin, puis je sais que je sais que tu n'as pas toujours été proche de Trump dans son style, pas les idées, mais dans son style. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien qui va être naturel entre Maxime Bernier, le parti et Trump, genre parce qu'il cherche quelqu'un sur qui s'accoter au Canada. Et je pense que le PPC est peut-être cette solution-là. Est-ce que je rêve? Mais non, tu rêves pas. Si on regarde juste les politiques, ce que Trump fait aujourd'hui, là, c'est des choses qu'on a dites il y a à peu près 6 ans, qui fait partie depuis longtemps du programme du Parti populaire. Grâce à Trump, au moins au Canada, on parle de ces idées-là, mais on dit pas que le Parti populaire est le seul parti au Canada qui prône ces idées-là. Et oui, je pense que sur plusieurs dossiers, on s'aligne très bien avec Trump, ou je devrais dire Trump s'aligne avec nous, parce qu'on en a parlé bien avant Trump de plusieurs de ces idées-là. Mais ceci étant dit, on a une opportunité en tant que parti politique, oui, à la prochaine campagne électorale. Je pense qu'on serait capable de doubler notre vote. Et si on est dans le 10%, c'est là que ça commence à être payant et qu'on peut espérer avoir quelques candidats élus. Nous, on va être prêts pour cette campagne-là. Et oui, j'aimerais bien ça. Il y a de mes fans qui me disent, Maxime, tu devrais avoir une rencontre avec Trump. Oui, j'aimerais bien ça. Mais pour Trump, on est un petit parti politique nouveau avec 5% du vote. Je pense qu'il y a bien des chats à fouetter, mais je peux te dire que si j'ai un téléphone de gens autour de Trump pour aller parler de notre position par rapport aux Américains et de préserver la souveraineté du Canada, mettre le Canada en premier, comme Trump fait, les Canadiens en premier, c'est ce qu'on fait. Je pense qu'il respecterait une personne qui fait les mêmes politiques que lui au Canada pour s'assurer que nos Canadiens soient aussi prospères, tout comme il veut que les Américains soient prospères. En tout cas, il y a une belle opportunité. Ça peut être effectivement un jump assez... parce que là, il y a comme beaucoup de gens qui sont comme un peu perdus. Puis je pense même qu'il y a certains libéraux qui vont être perdus, même avec l'arrivée de Carney. Donc, il y a un brassage de cartes en ce moment. Tout ce qui arrive, il n'y a que des opportunités. Et tout dépendamment comment c'est joué, mais je ne sais pas, il y a peut-être un moyen, effectivement, d'essayer de coller les deux ensemble et de voir de plus en plus de choses. Parce que là, Trump se cherche vraiment quelqu'un au Canada. Il pensait peut-être que c'était Poilievre, mais il vient de réaliser que Poilievre, c'est pas son homme pantoute. Peut-être que, je sais pas, moi, un genre de Kevin O'Leary pourrait l'allumer. Je sais pas qu'est-ce que Kevin O'Leary pense de Poilievre en passant. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il en pense, mais une chose est sûre, lui, il a ses entrées avec Trump à Mar-a-Lago. Donc, on pourrait peut-être faire un lien. Mais en tout cas, une chose... Et c'est certain, Max, que l'élection, c'est là. On s'en irait en élection dans quelques semaines, de ce que je comprends. Là. Ben, nous, on se prépare, le Parti populaire, on se prépare pour une élection déclenchée le 10 mars, lundi le 10 mars. Si ce n'est pas le cas, on sera prêt. On a déjà à peu près, au moment où on se parle, 300 candidats partout dans le pays. Au Québec, il nous en manque peut-être une quinzaine. On continue. Si les gens sont intéressés, ils peuvent appliquer sur notre site, partipopulaireducanada.ca. Mais tu parlais tantôt d'O'Leary. Faut dire qu'O'Leary m'a appuyé lorsque je faisais la course du Parti conservateur du Canada en 2017. Je le connais très bien. J'ai une rencontre avec lui. Et les idées que je prônais à l'époque, en 2017, c'est la base du programme du Parti populaire. Donc, je pourrais peut-être être en contact avec O'Leary puis lui dire, regarde, là, le Parti populaire est toujours là, c'est les mêmes idées, tu appuyais ces idées-là en 2017, donc on n'a pas changé, nous. On prend les mêmes idées jusqu'au moment où on gagne cette bataille des idées-là. Et drôle un peu, hein, juste en finissant, drôle de voir pareil que dans toute l'histoire des tarifs, c'est encore la gestion de l'offre qui va être un os.
Alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu arranger. Je sais qu'il y a beaucoup de fermiers qui capotent avec ça, là, surtout dans le coin de la Beauce et tout. Puis les gens sont très, très... ils font très, très attention. Éric Duhem fait attention de son bord. Tout le monde fait attention avec la gestion de l'offre. Mais finalement, c'est l'os. Ça a été l'os pour négocier avec les Anglais. Donc, les Britanniques nous ont laissé aller. Ils ont dit, regarde, on voulait négocier quelque chose avec vous autres, mais vous êtes trop tarifeux, vous avez trop de limites, trop de barrières, on veut rien savoir. C'est surtout à cause de la gestion de l'offre. Et la gestion de l'offre risque d'être un os également dans toute la négociation avec les États-Unis. Donc, finalement, ce qu'on aurait pu régler il y a quoi, 7-8 ans maintenant, ou à peu près? À peu près 10 ans même. 10 ans? Mais là, aujourd'hui, je peux te dire, Jeff, j'étais en Beauce, j'ai parlé à des producteurs laitiers. Il y en a quelques-uns, pas tant que ça, mais quelques-uns qui sont d'accord avec la position. Oui, Maxime, on veut nous progresser, on veut être capable d'exporter nos produits, on est aussi bon que les Américains. Et oui, effectivement, ça va être sur la table. Il faut commencer à négocier les compensations. Puis j'ai confiance en toi pour ça, tu le dis depuis 10 ans. Et la mentalité commence à changer lentement mais sûrement. Mais les politiciens qui disent qu'ils vont préserver la gestion de l'offre aux producteurs laitiers, c'est des menteurs. Ils ne pourront pas le faire dans le bienfait, pour le bienfait des consommateurs québécois et de l'économie canadienne, québécoise et beauceronne. Et ultimement, je pense les fermiers également. Ben oui. Juste un petit mot vite, ça m'intrigue beaucoup. Il y a une vidéo qui court, Maxime, que quelque chose que tu as enregistré, je pense, en 2010, c'est ce que j'ai compris. Tu parlais d'une monnaie canadienne adossée à l'or. Oui. À l'époque, c'était ton idée de l'époque. Oui. Puis aujourd'hui, ça serait différent au Canada si cette idée-là avait été faite, en fin de compte. Ben oui, parce que, autrement dit, je suis contre la monnaie fiduciaire et le fait d'imprimer de l'argent qui crée de l'inflation, parce que les politiciens ont deux façons de pouvoir taxer les gens, en étant honnêtes et en nous taxant directement pour les programmes qu'ils nous offrent, ou en étant malhonnêtes et en créant des déficits et en créant cette inflation-là, comme ils font actuellement. Là, il y a une discussion au point de vue international sur un nouveau système financier international basé sur les talons or. Et nous, au Canada, on est dans une mauvaise position parce que la Banque du Canada est la seule banque occidentale qui a vendu tout son or. On n'a plus de réserve d'or. Les Américains sont en train de rapatrier l'or qui était à Londres un peu partout ces dernières semaines. C'est important pour eux et on voit qu'il y a un chiffre là. On veut s'assurer, c'est peut-être pas pour demain, mais dans les prochaines années, il va certainement avoir un nouvel ordre mondial, international, monétaire, basé sur l'or, comme ça l'était au 19e siècle. Et on verra, mais effectivement, c'est la meilleure position pour préserver le pouvoir d'achat des gens. Merci, Maxime. Puis on se reparle, bien sûr, si l'élection est déclenchée rapidement. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada sur Radio-Canada. Jeff Fillion, Radio Pirate.